الاسم جابرييل يارد مؤلف موسيقي ولد في لبنان سنة 1949. رحل إلى البرازيل كموسيقار عصامي سنة 71 بعد أن ترك دروس الحقوق، وهناك بدأ مع أليس ريجينا وإيفان لانس مشواره في عالم الاستعراض. في باريس حيث استقر سنة 72 تابع كطالب مستمع دروسا في التأليف لأنري دوتيو في دار المعلمين الوطني للموسيقى. منذ 1973 بدأ حياته كمؤلف موسيقي لعدد كبير من المغنين. عمل مع هوليداي، أزنافور، بيكو، ماتيو، سلفادور، فيرتان، مينا، تانيا، ماريا، جوناس، أردي وغيرهم. سنة 1980 وقع مع موسيقى سوف كي بو لا في لجان لوك غودار أول مؤلفاته للسينما. منذ ذلك الحين لم يكف عن إنتاج مقتطفات من أفلام أمنت له عدة جوائز. بالمقابل ألف موسيقى للباليه لكارولين كارلسون ورولان بوتي، وموسيقى جينجل إعلانية وللراديو والتلفزيون أورونيوز، TF1، فرانس انتر. حاليا يعمل على إنشاء مركز أبحاث وبث للموسيقى الشعبية، وهذا مشروع يتمسك به منذ فترة طويلة. Excellent début de soirée et merci d'être fidèle au rendez-vous. La musique est la politique de la conscience humaine et de l'esprit. Elle résout tous les problèmes de l'humanité. Dans la musique, je trouve mon existence, mon inspiration, mon spiritualisme et ma mission dans la vie. Ma seule religion, c'est la musique. C'est ainsi que se présente Gabriel Yared. Fils d'un exportateur de produits alimentaires, Gabriel Yared se retrouve, alors qu'il n'avait que 4 ans, au pensionnat, chez les jésuites, seul, loin de ses parents, qui étaient occupés à assurer la vie et la meilleure éducation à leurs 5 enfants. Ces années d'enfance, il n'a pas en parlé, mais il ne peut surtout pas nier qu'elles lui ont donné la ténacité, les convictions fortes, la volonté de savoir et surtout la détermination à ne jamais compromettre. À l'âge de 14 ans, et durant le lunch break au collège Notre-Dame de Jamour, il découvre le piano une fois la semaine, pendant une demi-heure. Et c'est ainsi qu'il se rend compte que c'est la musique ce qu'il veut. À Jamour, il apprend à lire la musique, dévorant tout et digérant tout. Cette fin d'apprendre lui fait gagner une bourse de l'État libanais qui l'emmène à l'école normale de musique à Paris en tant qu'auditeur libre. L'accident et la chance l'emportent au Brésil pour représenter le Liban dans le Festival international de la musique, où il décroche le 3e prix. D'un séjour prévu pour 15 jours, il y reste 18 mois. Le Brésil l'influence énormément et on le retrouve d'ailleurs dans ses œuvres. En 70, il quitte Rio de Janeiro, s'installe à Paris et rencontre l'un des meilleurs musiciens, Henri Dutilleux, qui lui apprend la précision, la perfection, la vigueur et l'éthique professionnelle. Yared a déjà 20 ans. Dans les années 70, il compose, orchestre et arrange des morceaux, notamment pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Enrico Macias, Michel Jonas et François Hardy. Mais ce n'est pas ça ce qu'il veut. Il est vrai qu'il était l'arrangeur le plus demandé et le plus cher, mais il se rend compte qu'il ne faisait que de l'argent. C'est en tant que compositeur de musique de film qu'il connaît la notoriété. Sauf qu'il peut la vie, La Diagonale du Fou, Malville, 37 degrés 2 le matin, Camille Claudel, L'Amant, L'Homme voilé, Anaka,
Adieu Bonaparte et plein d'autres titres. En 1984, il se voit attribuer le prix de la Société des auteurs-compositeurs, éditeurs de musique SACEM et du Syndicat national de l'édition phonographique SNEP. En 86, 88, 91, il remporte la victoire de la musique. En 91, le César de la musique. En 94, il reçoit la décoration du Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 97, il reçoit le Golden Globe Award, le First Golden Satellite Awards, le British Academy of Arts and Television Awards et le couronnement vient le 25 mars. Un somptueux concentré de folklore oriental, de musique cistercienne et de lyrisme déchirant est oscarisé à Los Angeles. L'auteur, c'est Gabriel Yared. Ce soir, et à la veille de la fête de la musique, le 21 juin, nous nous retrouvons à Paris pour une édition spéciale à travers laquelle nous allons essayer de découvrir le personnage, l'être humain qu'est Gabriel Yared. Ce soir, notre Maraya est placée sous le signe de la musique et pas n'importe quelle musique. Gabriel Yared, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous sommes très contents de vous recevoir et merci d'avoir quitté l'île aux Moines et de nous avoir rejoints à Paris même, dans votre appartement ici à Neuilly-sur-Seine. Gabriel Yared, nous savons qu'entre la France et le Liban, il y a une relation assez étroite et assez intime. Mais cependant, le Liban et les Libanais en particulier sont un peuple assez fanatique. Permettez-moi au début de cette émission de poser une question, cette question plutôt. Êtes-vous Libanais ou Français? Je vous répondrai, écoutez ma musique. Quand on écoute ma musique, je ne pense pas qu'on reconnaisse en moi un compositeur français. Tout mon être, toute ma musique, tout mon comportement est complètement dicté par ce que j'ai vécu, même très peu, mais ce que j'ai vécu au Liban. Et je pense que mon sang charrie vraiment des sédiments libanais en tout ce que je fais, en tout ce que je suis. Donc la question ne se pose même pas, je suis profondément libanais. Parfait. On va retourner donc, puisqu'on parle du Liban, on va retourner à Beyrouth, on va retourner aux sources, aux racines, vos souvenirs d'enfance, ou plutôt vos souvenirs lointains. C'est très difficile de parler parce que je sais que mes parents m'ont placé très jeune pensionnaire parce que c'était la nécessité du moment et qu'ils ne sont absolument pas coupables de quoi que ce soit. Mais je dois dire que je me suis senti très très seul, certainement très jeune, et que j'étais porté par une mère universelle, extraordinaire, qui a des grands bras et qui a un grand souffle de tendresse qui s'appelle la musique. C'est elle qui m'a vraiment porté toute mon enfance. J'avoue que quand j'étais au Liban, je n'écoutais pas beaucoup la musique orientale. Je n'aimais pas beaucoup la musique orientale. Elle me paraissait toujours, par-delà les murs de cette prison, comme une chose regrettable, comme une chose que je n'avais pas envie d'aborder, comme une tristesse. C'est en quittant le Liban, en partant avec un livre magnifique qui s'appelait Mu'tamar al-Moussi al-Arabiya. Et c'était donc un relevé de la conférence qui avait eu lieu en 1932 au Caire. J'ai découvert vraiment que la musique orientale était extrêmement riche et que j'étais passé à côté de plein de choses quand j'étais au Liban. Donc, c'était une redécouverte de mes origines, de moi-même, une fois parti. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Toujours, tout est venu plus tard, comme pour expliciter, comme pour éclairer tout ce que j'ai manqué. Et donc, mon enfance a été marquée par... vous savez ce qu'on écoutait à l'époque au Liban, c'était donc les radios françaises, il y avait des musiques françaises qui ne m'intéressaient pas beaucoup, qui m'intéressent toujours aussi peu d'ailleurs. Je n'aime pas beaucoup la variété en général, j'aime très peu les chansons. Mais c'est ça que j'entendais quand j'étais au Liban. Mais je dois dire qu'une chose m'a vraiment porté en dehors de la musique, c'est la musique religieuse. Parce que j'étais forcé de me pencher vers l'écriture et le jeu de l'orgue. J'ai beaucoup travaillé l'orgue chez les jésuites. Quand mon professeur Bertrand Robillard, qu'on n'avait pas nommé en parlant de mon pédigré et de mon enfance, j'ai eu un professeur extraordinaire qui s'appelait Bertrand Robillard, donc qui était un homme, un Français vivant au Liban, mais vraiment un Libanais, dans tous les sens du mot. Il a épousé une femme libanaise. Et cet homme m'a initié à la musique et m'a fait très peur aussi, parce qu'il m'a toujours donné l'impression que j'étais un amateur. Donc à cette époque-là, j'écoutais pas beaucoup de musique orientale, j'écoutais surtout de la musique classique. Et grâce à lui, quand il est mort, je suis devenu organiste chez les jésuites. Et c'est comme ça que j'ai abordé à Beyrouth, à l'université Saint-Joseph, en montant cet escalier de pierre qui est complètement usé. Je montais vraiment vers le paradis tous les jours.
Donc le Liban ne m'a pas coupé de la musique, au contraire, il m'a ouvert vers une grande qualité de musique, la musique pensée, la musique religieuse, et malgré moi vers la musique orientale, même si je l'ai découvert plus tard. Gabriel Yared, votre enfance ne fut pas une enfance heureuse, et ça vous le dites d'ailleurs, mais quand même vous n'avez pas en parler. Donc aujourd'hui on ne va pas rentrer dans les détails, mais la question que j'aimerais vous poser ici, est-ce que ces sentiments qui, je pense, restent ancrés et restent gravés dans la tête, dans le cœur, dans la mémoire, n'ont-ils pas été une source d'inspiration ou une source qui a vraiment forgé votre sensibilité artistique? Mais c'est évident que tout ce qui n'a pas été fait partie de ce qui sera. Tout ce qui est négatif apparemment pour nous pauvres humains est en potentialité une chose très positive et très créative. Donc, même si je dis que j'ai souffert dans mon enfance, même si j'ai été avide de musique et que je ne l'avais pas tout le temps, même si on m'a poussé vers d'autres choses, tout ça a été vraiment un terrain très fécond. C'est de là que je suis. Je suis né de contradictions. Et ces contradictions sont merveilleuses dans ma vie, parce qu'elles ont été créatives de toute l'énergie que j'ai pu dépenser pour pouvoir défendre cette envie que j'avais de faire de la musique. Donc, finalement, quand on considère les choses, l'enfance, les jésuites, le droit, tout ça, c'est extrêmement positif dans ma vie. Parce que je vois que le destin prend souvent des chemins très étranges pour vous montrer l'intérêt qu'il a pour vous. Et bien, je pense que le destin a beaucoup d'intérêt pour moi. Il me l'a montré de différentes manières, parfois en m'humiliant, parfois en me rabaissant, en me faisant souffrir, mais ça a toujours été un intérêt pour ce que je porte. Et je porte la musique, ce qui est un ange extraordinaire. Gabriel Yared, les années 60 à Beyrouth ont été témoins de plusieurs courants politiques, de plusieurs partis politiques, de plusieurs idéologies. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu certaines idées ou certains partis qui ont fait vibrer Gabriel Yared? Non. Non, définitivement pas. Je dois être un âne bouché à certaines choses, mais je ne suis pas du tout investi dans tout ce qui est politique. J'estime que je défends le mieux l'esprit d'un peuple et le sang qui court en moi en étant tout à fait sincère et honnête dans ma manière d'appréhender la musique. Je n'ai jamais eu aucun goût, ni pour la politique, ni pour les prises de parti. Je comprends qu'un certain nationalisme pousse à certains excès. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends qu'un peuple qui se cherche aussi s'éborgne, se charcute. Mais moi aussi, je suis avec ce peuple. Je suis, dans ma manière de dire, dehors. Finalement, je suis un ambassadeur du Liban dans toute la musique que je fais. Mais je ne pense pas avoir jamais pris parti pour quoi que ce soit de politique ou même de social au Liban. Non, j'étais trop là à me chercher moi-même et à chercher qui j'étais et à me nourrir de certaines choses pour avoir ouvert mon esprit à d'autres choses. Je le regrette peut-être par la suite, mais je pense qu'il fallait un temps pour tout et je m'étais concentré simplement sur mes manques. Et mes manques à cette époque-là étaient des manques musicaux, étaient des choses extra-nationales et politiques. Est-ce que vous êtes intéressé par savoir ce qui se passe autour de vous? De moi personnellement, ce qui se passe autour de mon individu, non. Dans le monde. Dans le monde, oui. Oui, je lis, je m'ouvre. Et vous savez, je ne crois pas, c'est bizarre, aujourd'hui les moyens techniques sont très puissants. Je communique moi-même par Internet, je communique par fax, etc. Et on dirait que ces moyens sont comme une caricature de ce que nous possédons, nous, comme moyens personnels, de pouvoir communiquer sans passer par les machines. Je communique, mon cœur et mon esprit est ouvert à tout ce qui se passe dans le monde. Et même si je ne savais pas ce qui se passait vraiment, je serais quand même ouvert à tout ça. Parce qu'étant compositeur, étant musicien, je suis ouvert à l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, ce n'est pas simplement la musique, ce n'est pas simplement la littérature, c'est aussi la misère du monde, c'est aussi la politique, c'est tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui se passe, par exemple, en Afrique du Sud, de ce qui se passe au Moyen-Orient, de ce qui se passe dans les pays de l'Est? Est-ce que vous y êtes sensible? J'y suis sensible, mais je ne peux rien porter dans ma musique qui se relate à ça. Mais du fait d'être simplement un enfant du XXIe siècle et de vivre dans ça, ma musique retrace aussi ces choses-là. Je ne suis pas obligé de me référer à des événements politiques pour dire ce qui se passe dans ma musique, mais je suis sûr que ma musique s'en ressent. Comment vous réagissez vis-à-vis de l'oppression, de l'injustice, de l'inégalité? Dans mon métier, je réagis. Je suis un
un libertaire, je suis un anarchiste. Depuis que je suis dans ce métier, je n'arrête pas de dire j'écris pour le cinéma, mais je n'aime pas le cinéma. Le cinéma devrait s'enrichir de compositeurs. Je vais toujours par la tangente. Je n'ai jamais été droit vers les choses, je n'ai jamais été quêté des choses. Donc, dans mon esprit, finalement, je me considère comme étant indépendant et libre. Et mon indépendance et ma liberté dans mon métier peuvent aussi rejaillir sur une indépendance et une liberté dans d'autres domaines. C'est simplement refléter en soi ce qu'on est, le refléter dans son travail, dans son métier, et à ce moment-là, il irradie dans les autres choses. Gabriel Yaled, la guerre au Liban, vous n'y avez pas assisté, mais certainement vous avez suivi ces péripéties et ces fêtes de près. Je l'ai suivi, je l'ai subi. Je l'ai subi dans ma famille. Comment vous avez vécu cette guerre? Comment vous dire? Quand j'étais à Beyrouth, j'étais un étranger. Finalement, je me sentais étranger à tout ce qui se passait. Et je n'avais qu'une seule envie, c'est de partir. Parce que je me sentais un citoyen excentré. Je ne voulais pas faire partie de cette communauté. Rien, je ne trouvais rien qui me satisfasse. Et c'est quand je suis parti et que j'ai senti ce pays en danger, en guerre, que probablement je me suis senti plus profondément libanais. Maintenant, dans les actes, je n'ai aucun acte pour pouvoir démontrer que je me suis senti libanais. Encore une fois, je n'ai que ma musique pour prouver les choses. Votre frère est parti très tôt. Il a été l'un des premiers martyrs dans la guerre civile, dans la guerre libanaise. La cause pour laquelle il œuvrait, est-ce que vous y avez cru? Je ne savais pas pourquoi il œuvrait. Je ne savais pas. Je savais qu'on œuvrait pour le Liban, ça je crois. Dans le Liban, je crois. Mais je ne crois dans aucun parti pris au Liban. Je ne crois pas dans ça. Je crois dans une formule unitaire, dans un aspect vraiment qui réunit toutes les tendances et qui prône l'indépendance de l'esprit humain et pas seulement d'une nation. Je n'ai pas vécu vraiment la guerre du Liban, je ne crois pas. Je l'ai vécu à travers mon frère, certainement. Je l'ai vécu à travers les pertes que le Liban a subies. Mais au fond de moi, je pense que j'étais bien content de défendre le Liban et de défendre ses intérêts parce que je faisais. Est-ce que vous avez rendu un hommage à votre frère dans vos œuvres, dans votre musique, dans vos compositions? Oui. Encore une fois, rien n'est visible de ce que je fais. Et pourtant, tout est là. Tout est là. Vous pourriez savoir si j'ai rendu hommage à mon frère, si j'ai rendu hommage au Liban. C'est transparent dans toutes mes œuvres. Le Liban, sa mer, ses habitudes, son ciel, son soleil, vous apporte-t-il une certaine inspiration aujourd'hui? Je crois toujours qu'on naît avec quelque chose, comme un destin qui est écrit, et qu'on le déroule. Et moi, je crois que je suis né avec des traditions libanaises, avec un esprit qui se promène toujours par-delà les plages, avec quelque chose qui perçoit toujours ce vent qui vient d'ailleurs, avec tout ce qu'on peut appeler le Liban, c'est-à-dire ce merveilleux goût atomisé de tout, cette transcendance de tout le plaisir de vivre et toute la joie de vivre, et aussi toute une certaine éthique. Je ne sais pas si je transporte ça en moi, mais je crois que j'ai déroulé vraiment mon destin en partant du Liban. Et tout ce que je fais aujourd'hui a déjà été écrit et dessiné à l'endroit où j'ai vécu, où je suis né. Donc je déroule. La cause libanaise, pensez-vous l'avoir servi dans votre musique? Oui. Oui. Comment? En tout. En tout. En prônant tout ce que je prône, en disant que je suis un compositeur libre. C'est déjà beaucoup. Je suis un des seuls compositeurs libres, je crois, de ce métier. À pouvoir refuser des choses, à dire que je ne veux pas m'investir dans ce qui ne me fait pas progresser. À ne jamais vouloir choisir simplement l'argent et la solution de facilité. En ça, je défends certaines valeurs libanaises. Si vous me demandez maintenant si dans la musique orientale, j'ai plongé, oui. On m'a souvent demandé, parce que j'étais libanais, de me coller à des projets comme Annaka, comme Adia Bonaparte, avec Costa Gavras ou avec Youssef Chahine. On me disait, vous connaissez bien le Liban et la musique orientale. Mais c'est pas vrai, faux. Je connaissais pas. Je me suis ouvert à cette musique-là du moment où j'ai quitté le Liban. Et ça a été ça mon rapport finalement au Liban. J'ai cultivé mon libanisme, mon état de Libanais, je l'ai cultivé par la lecture de la musique orientale quand je suis
quand je suis parti du Liban. En ce sens, oui, je crois que j'ai servi le Liban. Le Oui. film de Bagdad, dit Les Petites Guerres. Vous avez écrit la musique pour ce film ou non? Mais j'ai écrit 3 musiques de films pour Maroun. L'homme voilé. L'homme voilé, Les Petites Guerres et un 3e film qui s'appelle La Fille de l'air, qu'il a fait Bon, juste Parlons avant un de peu des partir. Petites Guerres. Oui. Bon, puisque ça retraçait finalement l'histoire du Liban et la guerre du Liban, comment vous avez vibré avec cette histoire-là, avec ce film-là? Comment vous avez composé cette musique? Ce film en particulier. Oui, Maroun est venu me voir. Et Maroun m'a demandé ce que je demande souvent, c'est-à-dire qu'on me mette qu'on me présente comme un compositeur, simplement qui vient et qui aspecte les choses les plus étranges comme une politique ou un état de fait ou un état... d'inspecter ces choses-là et de les traiter comme compositeur. Un compositeur, un créateur, à mon avis, ne peut pas avoir un sens politique, ne peut pas avoir des repères nationaux. Il ne peut avoir que ce qui bat en lui. L'esprit qui bat en moi, encore une fois, a été profondément libanais. Maroun est venu me voir, il n'a pas été voir un autre compositeur. Et il a suscité chez moi des envies de revenir vers le oud, vers le qanoun, vers l'écriture orientale, vers le regard, vers la musique orientale. Tout ce qu'il a provoqué chez moi, finalement, c'est lui qui m'a donné ce relais pour m'attacher au Liban. Grâce aux Petites Guerres, à l'homme voilé et à la Fille de l'air. Gabriel Yared, votre papa tenait à ce que vous fassiez la médecine, à ce que vous deveniez médecin, comme toutes les familles libanaises. Cependant, vos mauvaises notes plutôt, ont posé un lapin à son rêve. Par la suite, il vous a donné le choix entre le droit et l'économie, vous avez opté pour le droit. Oui. Dites-moi, vos études de droit, que vous ont-elles procuré? On sait que finalement, le droit, c'est la justice, c'est le droit de l'homme, c'est la défense. J'ai pas besoin du droit pour trouver la justice et la défense. On trouve ça dans la musique aussi. On trouve dans chaque art comme un ramassis de toute l'éthique qui peut diriger ce monde, de toute la grâce, de toutes les grandes valeurs. Est-ce que ça a éventuellement contribué finalement? Le droit, je ne À les pense pas. renforcer davantage. Je peux vous dire, vraiment c'est une anecdote, mais je peux vous dire en quoi le droit m'a beaucoup aidé, moi personnellement. L'université rue Huvelin était juste en face de l'université Saint-Joseph. Et j'avais une clé spéciale pour entrer par la cour de l'université Saint-Joseph et d'aller travailler l'orgue à cette fameuse tribune vers laquelle on montait par des escaliers de pierre complètement brisés par le temps. Et les études de droit m'ont apporté ça, la possibilité d'être près de ma tribune d'orgue. Et mes études de droit, je les ai passées presque en tribune d'orgue. Donc je remercie beaucoup mes études de droit et la faculté. Gabriel Yared, nous allons nous arrêter un tout petit peu avec une pause publicitaire et par la suite nous vous retrouverons avec d'autres questions, d'autres thèmes, d'autres sujets que nous allons éventuellement aborder ce soir. Mes amis les téléspectateurs, nous sommes toujours dans une émission spéciale, spécialement conçue, une édition spéciale de Malaya avec notre invité de marque et notre invité d'honneur, Gabriel Yared, de son appartement à Paris, pour la fête de la musique. Quelques secondes, nous nous retrouvons par la suite plus tard. Retour à Malaya avec notre invité ce soir, M. Gabriel Yared, qui nous reçoit chez lui, dans son appartement à Paris, plus précisément à Neuilly-sur-Seine. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Bonsoir Ricardo. Gabriel Yared, le Brésil a été une importante période dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Dites-moi, la musique brésilienne, quelles sont ses particularités que seul finalement le musicien ou un musicien authentique peut vraiment les déceler ou les connaître? Est-ce que c'est la vie, c'est le bout en train, c'est la joie de vivre, c'est la gaieté? C'est plein de choses. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des démagogues d'ailleurs, qui disent les Brésiliens sont contents parce qu'ils ont leur samba, leur football, et avec ça ils sont contents. Et leur café? Et leur café, oui. Enfin, disons leur samba, leur football et leur café, d'accord. Et beaucoup de gens se contentent de ça pour dire, bon, il y a des gens qui sont dans la misère, mais qui préparent tous les ans le carnaval. C'est très facile à dire, ces choses-là. Mais moi, par rapport à la musique, je peux dire, j'ai toujours rêvé d'un endroit où on pouvait trouver comme un fondement pour l'univers de demain. Que serait un monde de demain? Il serait fait d'un peu de ceci, de l'harmonie occidentale, du rythme africain, d'une mélodie inspirée des opéras, etc. J'ai trouvé tout ce mélange, cette bâtardise. Et encore une fois, je dis vraiment que Dieu garde les bâtards, parce que c'est notre seule chance pour l'avenir. J'ai trouvé tout ça, ce métissage, aux États-Unis du Brésil, j'allais dire, oui, au Brésil. Et je pensais que je pouvais vraiment rester là-bas. Je suis parti pour 15 jours, je suis resté 18 mois, et j'avais fait même ma demande de carte Lisanov, c'est-à-dire la carte de résident définitif, pour rester au Brésil.
Parce que j'espérais que c'était un pays nouveau, où on pouvait vraiment encore inventer, sur une base rythmique extraordinaire, le samba. D'ailleurs, ce n'est pas là, c'est le samba avec sa pulsion à deux temps, avec ses harmonies magnifiques, avec ses mélodies, avec... je trouvais qu'il y avait tout pour faire plaisir au corps, à l'esprit, à l'âme et au cœur, et à la joie de vivre. Je m'étais peut-être trompé, et le destin a fait que j'ai quitté ce pays au bout de 18 mois, alors que je pensais m'y établir. Et le destin a toujours bien fait. Ce n'est pas encore le temps n'est pas encore venu, mais la musique au Brésil exprimait ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un monde meilleur, un monde à la Rousseau, c'est-à-dire un monde où vraiment la musique se nourrit de tout ce qui existe dans cet univers et le ressort. Et le Brésil, c'était ça pour moi. Mais c'est encore une fois peut-être une erreur de jeunesse. Dans la musique, ou dans la composition de musique de film, comment travaille Gabriel Herrel? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes inspiré par les images? Est-ce que vous travaillez avant le tournage, après le tournage? Comment se fait le rapport entre la musique et les images? Au risque de paraître perroquet, je vais redire ce que je dis toujours. Je pense qu'un compositeur, quelle que soit la culture du cinéma que nous ayons aujourd'hui, à savoir 50 ans de cinéma avec un certain type de musique, je pense aujourd'hui que le cinéma a besoin de vrais créateurs. Il a besoin de vrais écrivains, de vrais compositeurs aussi. Et les compositeurs pour le cinéma ne sont pas nécessairement des compositeurs pour l'image. Ils devraient être dès le départ des compositeurs, c'est-à-dire des gens qui écrivent avec des images intérieures. J'ai toujours été opposé à ce problème, à savoir, moi compositeur, comment je peux exister, comment je peux abandonner mon ego à des images. Alors, j'ai trouvé la parade. La parade, je l'affirme depuis 15 ans, très souvent au mépris de tout et très souvent en ratant ce que les gens appellent des grandes affaires. Je dis, si vous avez besoin de moi pour couvrir vos images, je veux bien que vous me mettiez dans votre projet dès le départ. C'est-à-dire, quand vous allez chercher des acteurs, quand vous allez chercher un chef opérateur, quand vous allez chercher des lieux, vous faites des repérages, venez repérer votre compositeur. Ne me demandez pas d'agir sur l'image, parce que l'image, pour moi, est comme la fin d'une aventure. C'est une chose qui finalement existe, qui est là, qui est matérialisée en 25 images secondes, et qui, moi, malheureusement, artiste, ne me parle absolument pas. Tout ce qui me parle, et tout ce qui peut me parler qu'à des artistes d'ailleurs, c'est toujours l'imprécis, le flou, ce qui n'existe pas encore. Plus une chose est matérialisée, et incarnée, et représentée, et existe, et moins elle vous parle. Donc, où je vais aller chercher l'inspiration? Je la cherche dans mes discussions avec le réalisateur, dans la lecture du scénario, dans la rencontre avec des acteurs, dans la rencontre avec le cinématographeur, enfin le chef opérateur. Et ces gens-là me poussent à écrire une musique d'emblée très très large, que je peux par la suite resserrer sur l'image. Est-ce que l'emplacement du tournage vous inspire, par exemple? L'emplacement du tournage peut m'inspirer, les acteurs peuvent m'inspirer, le réalisateur, qui est l'homme avec qui je me marie, parce que je suis très lent, donc je fais à tout casser. Si je prends beaucoup d'affaires, comme on dit, en un an, au maximum, je peux faire 2-3 films. Donc je ne suis pas du tout dans le même rythme que mes collègues. Mes collègues font 7, 8, 9 films par an. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc j'en fais 2 ou 3. Et sur ces 2 ou 3, divisons ça par le nombre de mois. Donc je me marie avec un réalisateur pendant 4-5 mois. Parlons un tout petit peu du point de vue pratique. Donc mettons la théorie de côté. Parlons du film sur lequel vous travaillez actuellement, qui est Les Misérables de Victor Hugo. C'est une nouvelle version qui se prépare actuellement et sur laquelle vous travaillez depuis des mois à peu près. Bon, en ce qui concerne Les Misérables, il y a plusieurs versions qui ont déjà été faites. Oui. Certainement. Comment vous travaillez pour ce film? Est-ce que vous avez déjà vu des anciennes versions? Est-ce que... Non, non. D'abord, il faut que je vous dise que je ne suis pas du tout un homme d'image. Je vais jamais au cinéma. Jamais. Et je continue à dire que je peux très bien défendre la musique de film et le cinéma tout en n'étant pas un cinéphile. Et je le pense, sincèrement. Je pense vous servez le cinéma je pense. Par le biais de la musique. Oui, je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand cinéphile pour faire de la musique de film. De la même manière qu'on n'a pas besoin d'être un grand cinéphile pour écrire de grands sujets pour le cinéma. Au contraire, plus on s'écarte de ce moyen et plus on lui trouve toute la nourriture pour l'alimenter et pour le vivifier. Parce que le cinéma a besoin d'être vivifié. Par quoi il est vivifié? On parle des Misérables. Les Misérables, c'est Victor Hugo, du 19e siècle. Je viens d'apprendre que la cousine bête de Balzac vient d'être mise en image au cinéma anglais. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de haro
sur l'écriture, sur la vraie écriture. Bientôt, on va découvrir Flaubert, Balzac, etc. Et tous ces romans vont être portés à l'écran. Donc le cinéma a besoin d'une sève qui ne se nourrit pas vraiment de lui. Il a besoin d'un regard libre, indépendant d'un créateur. Et moi, je pense qu'en tant que créateur musical, en tant que compositeur, je peux beaucoup plus apporter au cinéma en étant loin de lui, en réagissant comme un compositeur, c'est-à-dire avec des images intérieures, avec cette chose unique qui s'appelle la musique et qui ne provient pas des images. Pour Les Misérables, nous sommes partis donc avec Billy August. Qui est Billy August? Billy August est un réalisateur danois qui a déjà remporté 2 fois la Palme d'Or à Cannes. Ils sont très rares. Il y a Francis Ford Coppola, je crois, il y a lui, et puis une 3e personne. Une fois avec Pelle le Conquérant et une fois avec Les Meilleures Intentions. Palme d'Or à Cannes, un Européen intéressant, toujours avec sa même équipe qui travaille avec des Danois. Et tout d'un coup, il est venu vers ce projet, un projet européen à 100%, avec des moyens américains, avec des acteurs, un acteur américain-irlandais qui s'appelle Liam Neeson, qui a joué donc Schindler dans la liste de Schindler, qui joue Jean Valjean, et un autre acteur qui s'appelle Jeffrey Rush, qui a joué l'acteur principal dans Shine et qui a eu cette année l'Oscar. Je voulais vous dire simplement que Les Misérables ont été signés pour moi et pour les acteurs bien avant les Oscars. Donc on n'a pas attendu ça. Comment je travaille? Alors, Billy August me connaît. Il sait que je ne peux pas réagir sur l'image. Ce qu'il fait, il m'envoie des comptes rendus de son tournage. Il m'envoie quelques images, comme ça simplement pour que je puisse les humer, respirer, puis je ferme, j'éteins mon écran, et puis je travaille de l'intérieur. J'envoie à son monteur, qui essaye de monter ma musique sur des images potentielles, et nous essayons comme ça de nous fiancer, de nous marier, de bâtir quelque chose ensemble. Et ce sont des choses qui ne se font pas immédiatement. Genre, des coups de foudre sont très rares dans mon métier. J'en ai eu, certainement. Mais pour le reste, je crois vraiment qu'on peut bâtir, on peut échafauder une vraie collaboration entre un compositeur et un réalisateur sur des va-et-vient comme ça permanents, où on a le droit de se tromper. D'habitude, vous composez la nuit ou le jour? J'ai beaucoup composé la nuit. Et puis un jour, je me suis rendu compte que la grâce était là très tôt le matin. Et que si je la grippais très tôt le matin et que je la mordais le matin, avant que les gens se réveillent, elle était plus pour moi que pour tout le monde. Donc je me suis réveillé très tôt. Et j'ai appris à me lever très tôt pour composer. Quand je suis en période de composition et de gestation véritable, je me lève très très tôt le matin, à 4h, 4h30, et j'écris. Gabriel Yared, vous avez collaboré avec plusieurs metteurs en scène, notamment Costa Gavras, Anthony Miguel, là maintenant, Jean-Jacques Hano, Claude Zidi, Youssef Chahine, Maroun Bardadi. Dites-moi, d'habitude, est-ce que c'est vous qui épousez le système de ces metteurs en scène, ou bien ces metteurs en scène épousent votre système à vous? Je parlais de mariage tout à l'heure, et dans un mariage, il y a toujours des concessions, d'un côté ou d'un autre. Moi, je me pose toujours là, avec des fois ma brutalité. Je suis très peu diplomate, bizarrement. Je me pose, je me dis, voilà comment je suis, prenez-moi comme je suis. Mais je me rends compte que je fais toujours des concessions, toujours. Et ces concessions ne sont pas une diminution de ma personne, elles sont au contraire un élargissement. Il y a un point dans ma propre évolution, j'ai l'impression que je gagne beaucoup à faire des concessions. Je gagne beaucoup parce que je m'élargis, parce que je m'agrandis. Mais on ne peut pas simplement accepter des concessions si on n'est pas très fort en soi-même, si on n'est pas vraiment nourri d'une envie d'être, d'une envie de dire la musique. Donc, je pense que je suis à un stade où je suis suffisamment conforté dans ce que je cherche, dans ce que je suis, pour pouvoir accepter les concessions, pour pouvoir accepter de ne pas être simplement un homme figé, une sorte d'âne entre des bas-flancs, qui dit toujours la même chose, moi je ne veux pas l'image, je ne veux pas ceci. Non, je fais souvent des concessions, et ces concessions m'agrandissent. C'est comme l'amour. Pourquoi vous êtes contre la musique sous le dialogue? Je ne sais pas qui a sorti ça, c'est une sorte de, je ne sais pas, on a quelqu'un un jour ramassé ça dans une interview qui était certainement mal placée. Ce mot était mal placé. Je ne suis pas contre la musique sous les dialogues, ce n'est pas vrai. Je suis contre la musique abusivement utilisée dans le cinéma. Parce que je me dis, si vous arrivez à écouter une musique et à voir des images, moi, quand je vois une image, je n'entends pas de musique. Donc, si l'image vient demander à la musique de participer, elle ne peut pas lui demander de se mettre à genoux et de s'oublier. Donc, je n'aime pas la musique qui balise un film d'un bout à l'autre, à tel point qu'on ne l'entend plus.
dans les films de Hollywood des années 30-40, la musique commençait au début et se terminait à la fin, et n'arrêtait pas. Quand une actrice prenait un verre, on entendait clink, tout accompagnait, tout. Et je pense que ce n'est pas le rôle de la musique. C'est un rôle vraiment d'esclave qu'elle n'a pas le droit de prendre. C'est en ça que je me suis opposé, j'ai dit je ne veux pas de musique sur les dialogues. Parce que si les dialogues sont sonores et qu'ils sonnent comme les Alexandrins de Edmond Rostand, de Cyrano de Bergerac ou de Victor Hugo ou autre, alors à ce moment-là, les dialogues n'ont pas besoin de la musique, parce qu'ils sont eux-mêmes une musique. C'est en ça que je veux défendre simplement l'intérêt du cinéma de se passer de couverture permanente et de tapis et de papier peint. Du côté de chez Frédéric Mitterrand, vous avez avoué que vous n'aimez pas Kulthum. Qu'est-ce que vous n'aimez pas en aide? Moi j'ai dit que j'aimais pas. C'est pas que je n'aime pas Kulthum. Je vous ai dit que j'ai vécu une vie assez difficile, parfois au Liban, et que la difficulté n'est pas tellement venue du fait que je sois pensionnaire ou quoi que ce soit. Elle est venue beaucoup plus de mon goût pour une musique occidentale ou une musique classique, confrontée à ce que j'entendais dans les rues, à ce que j'entendais qui venait des haut-parleurs. J'entendais Kulthum. Et pour moi, dans ma tristesse et dans ma solitude d'enfant, ça a toujours été encore une chose aggravante. Ça n'a pas été un mouvement vers le haut. C'est un mouvement vers le bas, vers quelque chose de très intestinal, de très ventral, qui fait qu'on se lamente sur son propre être, au lieu d'émerger vers le haut. Et ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté Kulthum, quand j'étais au Liban. Et après, quand je l'ai écouté comme d'artiste à artiste, j'ai ressenti vraiment tout ce qu'il y avait de bénéfique et de positif en elle. C'est ça que je voulais dire dans cette interview, c'est-à-dire que en écoutant Kulthum, quand on est affecté, qu'on est assez solitaire et qu'on est triste, ça ne fait qu'aggraver et ça ne fait pas remonter vers le haut. Écoutez-vous aujourd'hui la musique orientale, la musique libanaise en particulier? Non. 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 J'écoute très peu de musique. J'écoute très peu de musique, pas parce que je me tiens loin des choses, mais parce que j'ai tellement besoin de me rassembler et d'écouter ce qui vibre en moi et de prêter l'oreille à cette chose-là. Vous connaissez quand même certains compositeurs libanais? Je connais des compositeurs libanais de ma génération. C'est-à-dire, quand je suis parti, pour moi, les compositeurs libanais, c'était Mansour et Azi Rahbani. Liez aussi. Je faisais beaucoup de choses à cette époque-là. Mais ce n'est pas votre génération, c'est une génération un Liez, peu plus âgée. Oui, mais quand je dis ma génération, c'est-à-dire la génération quand j'étais au Liban. Liez, c'est de ma génération, probablement. Liez Rahbani. Walid Rolmiye, que j'ai connu là-bas, Boros Gelalian, tous les élèves de Bertrand Robillard, qui était mon professeur à l'université Saint-Joseph. Moi, je trouve qu'il faut profiter de cette occasion ce soir, parce que demain, le 21 juin, coïncide la 11e commémoration de la disparition de Rassi Rahbani. Je pense qu'on ferait bien tous les deux de lui tirer un coup de chapeau, de lui faire un tribute et... Oui, vraiment, moi, sans faire haut, j'ai pas besoin de me forcer pour ça. Je peux vous dire vraiment que les plus belles choses que j'ai entendues quand j'étais au Liban, ce sont les œuvres de Rassi et Mansour. Chanté par Férouz ou autres, toutes les comédies musicales qu'ils ont faites, où je trouvais vraiment que tout d'un coup, je m'ouvrais à un orientalisme, peut-être un peu édulcoré, mais ça m'a permis de m'approcher de la musique orientale. Gabriel Yared, nous allons nous arrêter encore une fois avec une pause publicitaire et par la suite, nous vous retrouverons pour encore plus de questions et plus de sujets à aborder. Restez avec nous, mes amis les téléspectateurs. Nous sommes toujours dans une émission spéciale de Malaya avec Gabriel Yared à Paris. Gabriel Yared, vous êtes installé aujourd'hui à l'île aux Moines. Est-ce que ce choix a été un ras-le-bol de la vie parisienne, d'une vie crevante à Paris, ou bien ça a été un coup de foudre d'un touriste qui a été pour une semaine à l'île aux Moines et qui est resté depuis Oui, c'est plutôt ça. Quelques mois. C'est plutôt ça, comme dans toute ma vie, où je n'ai jamais vraiment choisi les choses, où j'ai toujours eu l'impression d'être guidé par une main angélique vers tout ce que j'abordais. Même les choses les plus difficiles, les choses les plus douloureuses ont toujours été guidées par la main d'un ange. Et quand j'étais à l'île aux Moines, il y a 4 ans, j'étais parti avec ma famille pour 15 jours, on a visité, puis on s'est dit un jour ce serait tellement bien d'habiter là. 2 ans plus tard, nous sommes revenus, et le parcours était fléché. Il y avait une maison à vendre, moi qui ne possédais rien, je ne possède pas, c'est la première chose que j'ai cherché à posséder, une maison dans cet endroit-là. La maison était libre, elle était vendable immédiatement. Au mois de juillet, j'ai décidé de partir. En août, mes enfants étaient inscrits dans les écoles, et en septembre, j'étais installé au Moine. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette île? Je ne sais pas. Mais j'ai été élevé près de la mer, je suis né près de la mer, j'ai toujours eu besoin de ça. Et ici, il est très difficile de respirer, et pour moi donc de composer. Je pense que vraiment, on vit toujours en apnée. Les créateurs sont en apnée, ils sont à Paris, ils arrivent encore à écrire, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que ça serait si on était vraiment dans les conditions idéales pour écrire? C'est ce que je connais depuis 2 ans. J'ai tourné le dos à tout. En partant il y a 2 ans, je me suis fait
insulté, des fois critiqué par plein de gens, mon agent, mes collègues, etc., qui m'ont dit tu es fou, tu pars, plus personne ne pensera à toi. J'ai tourné le dos aux choses et tout m'est venu. Tout est venu vers moi. Alors, est-ce que ce serait la main du destin? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut, finalement, c'est une règle de vie, de tourner le dos à ce qui existe pour que d'autres choses vous viennent. Gabriel, vous êtes marié à 2 reprises. La première fois, c'était avec une Libanaise, Oui. Hayat Mroué, Mroué. la fille de Kamel Mroué. Et plus tard, c'était avec une étrangère, une Française probablement. Étrangère pour vous. Oui, pour moi, c'est ma femme. Raribe, Oui, c'est ce qu'on dit. Raribe. Elle est doublement française, la femme. Elle est auvergnate de mère et jurassienne de père. Ouais. Dans le mariage, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez le plus? Qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce que vous avez cherché? Je peux difficilement parler de ça. Je trouve que la femme qui accepte de vivre avec moi est une héroïne, que ce n'est pas vraiment toujours facile. Oui, c'est pas toujours facile. Parce que la musique se présente, on ne sait pas quand, et qu'elle vous accapare complètement. Et que donc je bénis la femme qui a pu me trouver et vivre avec moi et me rendre heureux. Et ma femme actuellement, avec qui je suis marié et qui est la mère de mes enfants, me rend parfaitement heureux. Parlez un petit peu de vos enfants. Pardon? C'est possible. Parlez un peu de vos enfants. Mes si c'est enfants, oui. possible. J'ai 3 enfants. Mon fils André, que j'ai avec ma femme, et 2 beaux enfants qui sont Raphaël et Adrienne. Raphaël fait Cannes, donc il se prépare à faire des études de littérature, de lettres. Et Adrienne vit avec moi à l'île aux Moines, et elle va tous les jours, elle prend son vélo le matin, elle descend vers le port, elle prend le bateau, elle traverse, elle prend le bus et elle va au lycée. Voilà ce que c'est que la vie à l'île Vous êtes aux un bon Moines. papa? Vous vous Non. considérez un bon papa? Je crois pas, je crois pas. Vous êtes quoi? Sévère? Je suis pas sévère, non, mais vous savez, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, et je pense qu'un beau jour, il faut les casser, ces choses-là. Et si on a rencontré beaucoup de sévérité ou des choses assez rigides quand on était jeune, il ne faut pas les transmettre à ses enfants. En ça, disons que je ne suis pas un très très bon papa, je ne suis pas toujours présent. Et même quand je suis présent, il y a toujours en moi quelque chose qui est à l'extérieur. Mais je pense que si on ne joue pas, qu'on ne fait pas la comédie, qu'on ne joue pas au bon papa ou au mauvais papa ou au papa sévère, tout passe bien. À condition de ne pas faire un jeu avec les enfants, qui sont vraiment tellement sensibles, qui sont tellement intelligents, finalement, tellement ouverts à tout ce qui se passe, à ces sensations que nous, adolescents, adultes, nous avons oubliées. Nous avons oublié tout ce qui passe par le non-dit. Les enfants l'entendent. Moi, tout ce que je souhaite, c'est d'être vraiment comme je suis en face de mes enfants. Vous vous occupez bien d'eux? Vous avez le temps pour eux? Vous consacrez du temps J'ai pour vos pris. enfants? Depuis 2 ans, avec cette retraite à l'île aux Moines, oui, je crois. Je les entends, je les écoute, je discute avec eux, je joue avec eux et je ris avec eux. Vous avez une présence permanente, c'est-à-dire? Oui, permanente, si l'on veut. C'est difficile à dire parce que je pars très souvent. Vous voyez, je suis à Paris, ils sont là-bas. Mais disons que mes absences sont de plus en plus courtes. Voilà. Comment vous vous considérez en tant qu'époux et en tant que fils et en tant que frère? Moi, je sais que votre maman, maintenant, elle nous suit certainement à travers le petit écran à Beyrouth, et vos sœurs aussi. Je sais que vous êtes une famille très unie, elles sont très attachées à vous, Oui. elles en sont tellement fières. Moi aussi. Vous pouvez leur dire marhaba. Mahaba. Moi aussi, je suis très fier de ma famille. Cela dit, j'ai été obligé de casser. On est toujours obligé de couper un lien en naissant déjà. C'est pas vous qui le coupez, c'est le chirurgien qui le coupe. Moi, j'étais obligé de le couper par la suite parce que ce que je voulais ne se trouvait pas dans l'endroit où j'étais, ne se trouvait pas dans la famille dans laquelle j'étais. J'étais obligé de partir. Mais ma famille est toujours restée dans mes veines, dans mon sang. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais je suis disons un mauvais fils de mère, un mauvais frère, parce que je m'absente beaucoup. Et quand je m'absente, je vais vraiment dans un autre pays qui s'appelle la musique. Gabriel, Yared, j'arrive là à ma toute dernière question. Je sais très bien que vous avez un projet en tête, un projet de rêve, et qui est d'instaurer une école de musique pour la nouvelle génération. Oui. Est-ce que vous pourrez élaborer un tout petit peu ce sujet-là? Ce n'est pas simplement qu'un projet, ce n'est plus qu'un rêve, c'est une chose qui existe. Je ne suis pas aidé. Je suis aidé par la Société des auteurs en France, la SACEM, qui m'aide beaucoup. Le ministère de la Culture m'a abandonné en cours de route, mais je pense qu'il va se rallier à moi bientôt. J'essaye de trouver chez les jeunes compositeurs qui apprennent dans les grandes écoles le goût de faire du beau. C'est tout ce que je demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les satellites, avec tous les channels qui sont ouverts à la télé, à tout le monde, on va avoir besoin de plus en plus de musique. Je demande simplement aux compositeurs qui ont appris la musique dans les grandes écoles de venir travailler avec moi, et la seule condition que je leur demande, la seule exigence, c'est d'appliquer le beau dans tout ce qu'ils font.
Même, vous savez, on peut habiter 5 secondes, 10 secondes avec la même conscience, avec la même beauté. Je pense que l'image a besoin de plus en plus d'être habitée par une belle musique. Si elle, l'image, condescend à tomber dans la boue, la musique continue toujours à élever les choses, à les élever. Parce qu'on n'a rien à dire finalement, on n'a rien à enseigner, on peut que éclairer les gens. Et la musique sert à ça, à éclairer et à porter les gens vers le beau. Et cette école sert à ça. Donc j'ai pour le moment 6 jeunes compositeurs avec qui je travaille et avec qui je vais faire un projet de composition en commun. Nous allons faire ensemble une œuvre pour le ballet de Roland Petit à Marseille avec Zizi Jeanmaire et une école de ballet. Nous allons faire Le Bon Petit Diable de la Comtesse de Ségur. Vous voyez, je retombe en enfance. Parfait. Bonne chance pour tout ce que vous merci, faites, Ricardo, pour tout ce que merci. vous avez comme projet d'avenir. Gabriel Yared, moi je vous remercie d'avoir participé à Maraya. Je sais que pour vous la musique porte l'espoir et le renouveau et que les 7 heures de la musique sont tout à fait comme les 7 jours de la semaine. Elles portent la grâce divine. C'est pour cela que j'ai tenu à célébrer la fête de la musique avec vous et j'ai tenu à ce que tous les spectateurs libanais ou les téléspectateurs libanais qui nous regardent ce soir partagent ce plaisir avec nous. Gabriel Yared, merci encore une fois. Je suis très très honoré de pouvoir porter la musique au Liban. Je serai encore plus heureux quand je serai au Liban et que je rencontrerai les jeunes compositeurs. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup et que je rêve de rencontrer. J'espère que c'est pour bientôt. Oui, je pense que ce sera pour bientôt. Et puis voilà, je vais vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je sais que c'est votre première apparition sur les écrans libanais et que les Libanais vous connaissent uniquement de nom et que je pense, ou j'espère que ce soir, ils vous ont découvert un peu plus, ils ont découvert le profil de Gabriel Yared, le personnage, l'être humain, le musicien, sa façon de travailler, sa façon de voir les choses, les différentes étapes de sa vie qui sont certainement assez importantes. Et je vais vous demander justement de regarder maintenant ce zoom, la caméra qui est juste devant vous, d'adresser un mot, un gentil mot, un petit message à vos compatriotes, aux Libanais, à vos voisins, à vos cousins, à votre famille, à tous ceux que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En arabe cette fois-ci. En arabe. Bon, j'ai un arabe très très bizarre, mais je peux dire marhaba li jami' ou li ahli ou li ashabi ou kull musikiyin fi Lebanon. Et puisque demain c'est la fête des pères aussi, j'aimerais bien qu'on en profite pour tirer un coup de chapeau à tous les papas. Ah oui, à tous les papas qui sont et qui ne sont plus. Et une pensée pieuse à tous Voilà, ceux qui à sont tous ceux plus. qui ne sont plus.